Bonsoir de partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Là, nous allons encore parler de l'entrepreneuriat, nous allons parler de ces jeunes qui essayent, de ces jeunes qui luttent, de ces jeunes qui cherchent à changer l'image de l'entrepreneuriat en RDC. Nous recevons pour vous Nicolas que je vais saluer. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Sépharien. Nicolas, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. On nous suit de Makiso, Beni, Walungu, on nous suit à Matadi, Kasaï Central, on nous suit au Bénin, en France, au Québec, partout dans le monde. Vous êtes entrepreneur. Oui. Actualité oblige. Nous allons commencer par l'événement qui a eu lieu. C'est quoi Biotop? Le 11 octobre 2018, au Cercle Gourmand, tu as réuni l'assistance. C'est quoi? C'était quoi l'objectif avec Biotop? Biotop Business et Task Force ont organisé la première édition du Forum économique PME Startup Grand Compte qui avait pour objectif de promouvoir l'innovation collaborative. Nous avons connu la participation de la Société financière internationale, notamment le responsable aux investissements. Nous avons eu la participation du directeur général de l'ANAPI, nous avons eu la participation du directeur général de la DGDA. Il y a eu la participation du directeur aux exportations de l'OCC. Il y a eu les représentants des Equity Bank. Il y a eu les représentants des UBA. Il y a eu les représentants de la Fondation Tony Elumelou. Voilà, il y a eu des entrepreneurs qui ont pris part à cette activité avec pour objectif de lancer un débat sur la promotion de l'innovation collaborative. Pourquoi lancer un débat sur un tel sujet? Il y a un problème en fait que nous avons au pays, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, beaucoup d'entreprises qui se créent, mais malheureusement qui n'arrivent pas à se trouver un marché. Tout simplement, parmi tant d'autres raisons, il y a le fait que les grandes entreprises ont une frilosité de travailler avec les PME et les startups. Donc elles ne veulent pas s'ouvrir à ces jeunes pousses qui se lancent et il fallait qu'il y ait un début quelque part pour que nous discutions, que nous disions à ces grandes entreprises qu'elles ont une responsabilité de s'ouvrir aux jeunes pousses, mais aussi qu'elles ont beaucoup à gagner en allant vers ces jeunes structures qui se lancent parce qu'elles ont de l'innovation, elles sont plus flexibles et plus ouvertes, et aussi même en termes d'acquisition de produits, de nouveaux produits ou d'achat des services, elles ont des prix qui sont vraiment très abordables par rapport aux structures établies. Parce que ces grandes entreprises que vous citez ont besoin d'expérience, la gestion du risque, maîtrise du risque, mais avec ces jeunes pousses, ils n'ont pas cet élément de la notion par rapport à la gestion. Je ne suis pas d'accord avec vous lorsque vous dites que les jeunes pousses manquent de l'expérience. Non, c'est l'observation. Non, personnellement, j'ai créé mon entreprise en 2012. Voilà. En 2012, j'ai créé mon entreprise, mais je venais de faire plus de 5 ans dans la gestion de ressources humaines. J'ai créé mon entreprise dans le secteur de la gestion de ressources humaines. Plus de 5 ans d'expérience professionnelle que j'avais déjà acquis chez mon ancien employeur avant de créer ma structure. Donc j'avais de l'expérience. Je ne me lançais pas sur quelque chose que je ne maîtrisais pas. Et c'est aussi le cas pour la majorité de ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Dans la plupart des cas, ces jeunes ont de l'expérience qu'ils ont et qui les portent. C'est des expériences qui portent ces personnes à aller sur le terrain de l'entrepreneuriat. Donc c'est un faux débat que de dire que tous n'ont pas de l'expérience. Donc ça c'est... Mais la majorité, la plupart n'ont pas de l'expérience, ils n'ont pas été formés. Peut-être toi, tu as eu cette formation parce que tu as été 5 ans de formation, que je peux le dire, dans les questions des ressources humaines, qui t'a donné cette ampleur, cette envergure de te lancer, de voler de tes propres ailes. Mais il y a de ceux qui sortent même pas de l'université, mais qui deviennent entrepreneurs, qui veulent se lancer, qui n'ont pas ce bagage-là entrepreneurial, qui leur permettrait de relever les défis dans l'entrepreneuriat. Il peut y avoir des personnes qui se lancent sans expérience, allez, mais qui ont des compétences. Quand je parle de compétences, j'entends la formation, le savoir, et le savoir-faire, s'ils ont déjà eu à faire quelque part, c'est ce qu'on appelle ici expérience. Okay? Mais il y en a qui ont le savoir et le savoir-être, mais qui ne demandent qu'à être testés, qui ne demandent qu'à être mis en situation. Donc, moi je reviens sur le fait de dire que c'est un faux débat que de soutenir que tous ceux qui se lancent n'ont pas de l'expérience. Il y en a qui ont de l'expérience. Le débat devait être lancé pour faire comprendre aux grandes entreprises, aux partenaires au développement, au pouvoir public,
qu'il faut qu'il y ait un débat responsable, parce qu'en fait, lorsqu'on ne s'ouvre pas aux PME start-up, on ne porte pas l'économie. Sur le plan international, les PME représentent 60% du PIB au plan mondial. Voyez-vous, plus de la moitié des emplois dans les secteurs formels sur le plan international sont fournis par les PME. Il est prouvé que si on promeut la collaboration, l'innovation collaborative, donc cette collaboration qui doit exister entre les grands comptes et les PME start-up d'autre part, si on promeut cette innovation collaborative, on peut porter la croissance sur le long terme. Et notre pays a des sérieux problèmes en termes de croissance. Nous avons une économie qui dépend essentiellement du secteur minier. Donc, une économie extravertie qui est sujette à la fluctuation sur les cours, enfin le marché international de minerais. Donc, nous pouvons pallier à cette situation, donner du tonus à notre économie, porter la croissance si nous promouvons donc l'innovation collaborative. Il faut que nous arrêtions avec cette idée qui veut, ou bien cette pensée qui veut que les PME n'ont pas d'expérience. Non, non. Les PME, les start-up ont de l'expérience. Et dans la majorité, lorsque vous parlez de ces jeunes qui se lancent dans les start-up, en grande majorité, ce sont des jeunes qui se lancent dans le secteur de l'innovation. Mais ils sortent de l'université. Ils ont étudié. Certains viennent de l'international. Mais ils ont étudié, mais ils n'ont pas étudié l'entrepreneuriat. S'il vous plaît, quelqu'un qui a étudié. Par exemple, ils ont fait l'économie, le droit, ils ont fait le marketing, ainsi de suite. Mais cette notion d'être entrepreneur, je ne sais pas s'il existe une plateforme éducationnelle ici en République démocratique du Congo qui préparerait ces jeunes à être entrepreneurs. Il y a des incubateurs qui existent aujourd'hui qui accompagnent les entrepreneurs. Les jeunes ne vont pas dans des incubateurs. Quelqu'un qui a étudié à coder à l'université, voyez-vous, ce n'est pas des théories qu'il étudie. Il étudie le code, il a codé. Les 6 ans, les 5 ans qu'il a fait à l'université, il n'a fait que coder. Il sort de l'université sachant coder. Pour qu'il développe une application, laquelle application peut donner de l'argent, il n'a pas besoin d'avoir été dans une entreprise. Quelqu'un qui sort de l'université, qui a étudié la communication, qui a étudié l'infographie, qui a étudié tous ces autres métiers qui tournent autour de la communication informatique et tout ça, il n'a pas besoin d'avoir été dans une université. Voyez-vous, je connais des jeunes gens qui sont sortis de l'université, qui ont étudié autre chose, mais qui se sont regroupés autour d'eux. Il a étudié l'économie, mais il s'est fait accompagner par des personnes qui ont étudié l'informatique. Il développe une application, aujourd'hui c'est une entreprise, et il s'y retrouve. Voyez-vous, il y a des jeunes gens qui ont créé des entreprises dans ces pays pour livrer, pour faire des courses. Vous êtes chez vous, vous faites des achats à distance, on vous livre. On n'a pas besoin d'avoir été dans une entreprise pour ça. Il faut qu'il y ait un débat de fond. Il faut que les grandes entreprises comprennent que c'est de leur responsabilité sociétale que de s'ouvrir aux PME start-up. Dans la plupart des cas, ces grands comptes sont des multinationales. Mais là, est-ce que quelque part, vous ne faites pas, excusez-moi le terme, faire la manche, vous ne suppliez pas, parce que je me dis, à bon 20 points d'enseigne, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Si c'est une start-up ou une PME qui fait bien son travail, qui répond à un besoin réel sur le marché, les grandes entreprises vont suivre. Mais si on est dans un environnement incertain et s'ouvrir à des PME ou des start-up où on ne sait pas si l'avenir est certain, tu ne penses pas aussi qu'il faut tenir compte de cette notion de risque? Il faudrait peut-être agencer en disant que les entreprises puissent d'abord accompagner ces start-up, comprendre ces PME et leur présenter leurs besoins, comme ça que les start-up et les PME puissent réorienter leur manière de travailler. Tu ne penses pas que ce débat de fond devrait d'abord commencer par l'accompagnement de grandes entreprises à ces start-up et PME? C'est toute la raison ou tout le bien fondé du forum que nous avons organisé. C'est pour mettre chacun devant ses responsabilités. Nous avons invité le pouvoir public. Le ministre des PME était présent. Il a pris part aux discussions. Le numéro 1 de l'ANAPI était convié à la discussion. Le FPI
étaient conviés à la discussion. Les grandes entreprises étaient conviées à cette discussion. L'objectif, c'est de leur dire que nous avons tous la responsabilité de construire cet écosystème. Parce que tous, et les partenaires au développement, la Banque mondiale et les autres, l'objectif, c'est de porter l'économie congolaise. Nous devons promouvoir cette économie. Nous devons aider le pays à renouer avec la croissance. Mais nous ne pouvons pas le faire s'il n'y a pas un débat de fond. Okay? Pour faire comprendre au pouvoir public qu'il y a une pression fiscale auquel font face les promoteurs des PME start-up. Il y a la frilosité des banques qui ne veulent pas accorder des crédits aux start-up, aux PME. Il y a l'inexistence des mesures incitatives ou d'accompagnement. Voyez-vous, tout ça, il faut qu'il y ait un débat de fond. Mais que de dire le risque. Allez, vous parlez d'expérience. La première personne qui a créé une entreprise, elle avait quelle expérience? Ok, les entreprises ont existé. La toute première personne qui a lancé l'entreprise dans le secteur, par exemple, de la grande distribution, elle avait quelle expérience? La toute première personne qui a lancé l'entreprise dans le secteur de la création, de la fabrication de téléphones. C'est ainsi que je vous dis. C'est ainsi que je vous dis. Il y a des règles établies dans la société. On établit des règles, par exemple, pour aller dans une entreprise, trouver de l'emploi, il faudrait présenter son CV. C'est un peu ça. Ces règles établies font que nous avons. Ces règles établies font que nous avons un guichet unique de création d'entreprise. Ces règles reconnaissent qu'il y a des entreprises qui peuvent se créer. Si ces règles reconnaissent qu'il y a des entreprises qui peuvent se créer, ces règles devraient reconnaître que ces entreprises ont besoin d'accompagnement. Ces règles devraient aussi accepter que ces entreprises auront besoin d'un marché. Voyez-vous? Donc, il faut qu'il y ait un débat de fond. Ici, le problème, vous le disiez tout à l'heure, que c'est faire la manche. Non, non, nous ne faisons pas la manche. Les grands comptes, comme je les appelle, les grandes entreprises, passent à côté de beaucoup de choses, de beaucoup d'opportunités, par le simple fait qu'ils ne s'ouvrent pas aux start-up et aux PME. Voyez-vous? Allez, ma structure a été créée en 2012. Je n'ai pas les mêmes réalités qu'une autre structure dans le même secteur que moi, qui existe depuis 20 ans. Nous n'avons pas les mêmes charges, nous n'avons pas les mêmes challenges, les mêmes défis. Nous avons beaucoup à perdre que ceux qui ont 20 ans d'expérience dans notre domaine. Ce qui fait que nous sommes plus regardants. Nous sommes plus rigoureux avec le service que nous rendons. Parce que nous avons beaucoup à perdre qu'à gagner. Voyez-vous? Donc, c'est une grande entreprise qui s'ouvre à ma structure, à moi, gagne en termes de flexibilité, en termes de délai de rendement de services, parce qu'en fait, les grandes entreprises, il y a beaucoup de process aussi, que nous n'avons pas chez nous nécessairement. Et nous n'avons pas les mêmes charges que ces grandes entreprises, du coup, ça répercute sur le coût des services que nous rendons. Voyez-vous? Donc, nous ne faisons pas la manche. Nous voulons juste faire comprendre aux partenaires, aux grandes entreprises, aux partenaires au développement, au pouvoir public, que c'est de leur responsabilité que de porter l'innovation collaborative, parce qu'au finish, allez, je vous disais tout à l'heure que plus de 50% d'emplois formels au plan international sont fournis par les PME. Mais nous sommes un pays à problème en termes de création d'emplois. Si on ne porte pas les PME et les startups, qui est-ce qui vont créer de l'emploi pour tous ces jeunes qui sortent de l'université chaque année? Qui est-ce qui vont faciliter la création d'une classe moyenne? Si nous ne promouvons pas ce secteur des PME startups, la croissance au Congo, nous pouvons renouer cette croissance, une croissance stable, une croissance soutenue, si et seulement si les pouvoirs publics, les partenaires au développement et tous les parties prenantes en ce qui concerne l'économie réfléchissent et mettent en place des mécanismes à même de porter les secteurs de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. C'est à ces titres-là que nous pouvons aller à la rencontre ou renouer avec la croissance. Nicolas, quand nous parlons d'entrepreneuriat, que ce soit les PME, les startups, l'entrepreneuriat répond à un besoin concret dans la société. J'ai toujours voulu donner l'exemple d'un jeune entrepreneur. Lui, avec sa femme, ils avaient comme habitude de travailler. Le mari a un emploi, la femme a un emploi. Et pour faire le ménage, à manger, c'était un sérieux problème parce qu'il rentrait fatigué. Il devait aller dans des supermarchés, acheter la nourriture, aller préparer. Mais l'idée vient à la femme. Mais pourquoi ne pas se faire livrer
les biens que nous avons besoin, au bureau, partout où nous sommes, et nous allons directement préparer chez nous. Naîtra l'idée de l'entrepreneuriat de créer un e-commerce, vente virtuelle, où quelqu'un depuis son bureau peut passer commande. Le test a débuté par les collègues de la femme au bureau. Le mari a testé chez les collègues de la femme elle-même, et ça a pris l'ampleur. Vous voyez ce besoin concret, une réponse concrète à un problème qui se posait, la fatigue après le boulot, aller encore faire des achats dans un supermarché. Mais est-ce que, c'est vrai, ce jeune entrepreneur a eu cet acte-là, cette capacité d'avoir l'idée géniale pour créer son entrepreneuriat à lui? Mais tous ces jeunes qui se lancent, à quel besoin réel répondent-ils dans la société? Est-ce que s'ils n'ont pas cette démarche, qu'ils ont seulement la compétence, ils ont la connaissance, est-ce qu'ils ne viendront pas auprès de Nicolas, par exemple, que Nicolas leur parle, voici, c'est vrai, vous avez les compétences, la qualité, mais d'abord l'entrepreneuriat doit répondre à un besoin réel de la société. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Il est vrai qu'il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat par effet de mode. X a fait, ça a réussi. Y se lance aussi. Mais il y en a qui se lancent pour répondre à un besoin identifié dans la société. Je mettrai ça au compte de ces entrepreneurs des réseaux sociaux. J'en connais beaucoup. Il y a aussi certains motivateurs des réseaux sociaux qui n'ont jamais été entrepreneurs, qui n'ont aucune entreprise, qui n'ont pas d'expérience, mais qui sont entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Lorsque vous suivez derrière, ce qu'est le produit, ce qu'est le service vendu, il n'y a rien. Ceux-là qui ont une cote sur les réseaux sociaux font que, allez, ils attirent une sympathie. Ils sont un modèle à suivre par la jeunesse. Et tout le monde va faire comme eux. Sans comprendre que les buzz faits sur les réseaux sociaux, cet entrepreneur X ou cet entrepreneur, ces motivateurs Y, a un emploi fixe quelque part, a une rémunération qui suit chaque fin du mois, et que c'est cet emploi, cette rémunération qui finance les buzz sur les réseaux sociaux, et que ce n'est pas l'entreprise prétendument créée. Donc c'est un effet boule de neige. Effectivement. Mais d'autre part, il y a des jeunes qui ont des valeurs, qui croient en leurs rêves, qui ont créé des entreprises, qui ne demandent qu'à être accompagnés, qui ne demandent qu'à trouver un niche, un marché quelque part, pour arriver à maturation. Donc, il y a d'une part ceux qui se lancent par aventure, aventure effet de mode, mais il y en a qui se lancent par aventure pour créer de la richesse, qui comprennent ce qu'ils font. Tout à l'heure, on parlait en aparté, vous me posiez la question de savoir combien je gagne, combien je me retrouve, comment je le fais. C'est ça le vrai problème. Le problème, c'est quelqu'un qui crée une entreprise est différent de la personne qui va au marché, qui achète les haricots qui viennent de la province, qui va arriver vendre au marché de Kinshasa. C'est différent. Cette personne-là, tout de suite, il y a un produit qu'il vend, il a de l'argent tout de suite. Les valeurs que nous avons ne sont pas les mêmes. C'est différent d'une personne, dans mon cas, qui crée une entreprise, qui a une vision sur plus de 50 ans, qui sait ce qu'il voudra, qui veut, ce qu'il veut faire dans 50 ans. Dans les enfants et la femme ne vont pas bouffer, ils vont attendre. Non, je ne vous dis pas que je vends du vent. Non, j'ai une entreprise qui vend des produits et des services. Allez, je ne veux pas citer un certain nombre d'entreprises qui ont bénéficié de mes services pour ne pas faire la pub avec votre DIMAT. Mais je prends un exemple. Les 600 experts qui sont allés lutter contre Ebola en Afrique de l'Ouest, que l'État congolais a envoyé sur demande de l'UNICEF, de l'OMS et de l'Union africaine, c'est mon entreprise qui les a recrutés. Donc, je ne vends pas du vent. J'ai une entreprise qui vend des produits et services. Voyez-vous? Maintenant, les personnes qui ont un rêve, qui ont une vision, qui croient en elles, qui se projettent dans l'avenir, peuvent commencer aujourd'hui, allez, timidement,
difficilement, je les reconnais, c'est très difficile. C'est très difficile d'être entrepreneur que d'être employé. Il y en a qui croient que c'est... J'entendais quelqu'un le dire dernièrement, que c'est plus facile d'être entrepreneur parce qu'on gère son temps tout seul. Non, on devrait être plus rigoureux en créant son entreprise que... Mais, Nicolas, oui, sans vous interrompre, tout travail doit produire des richesses. Oui. Tu dois être béni par le travail que tu fais. Effectivement. Ce n'est pas pour rien que tu sors le matin, tu vas chercher. Maintenant, je me pose une question. Si l'on rend un mystère l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, c'est une vision à 20 ans, 30 ans... Non, non, je n'ai pas dit ça. Je suis en train d'avancer par rapport à mes idées. Okay. Certains jeunes, certains entrepreneurs se retrouveront. Toi, tu sors, tu dépenses même de ta propre poche. Mais à la fin du mois, tu ne gagnes rien. Mais tu dis que celui qui va acheter les haricots, par exemple à Somba Zigida, pour venir vendre à Ngaba, ce jeune-là, qui a fait peut-être les universités, qui a cherché de l'emploi, qui n'a pas trouvé, mais qui s'est dit qu'il a un petit fonds, il va à Somba Zigida, il achète les bicolos, les sakombi de Madessou qu'il vient vendre au rond-point Ngaba. Et quand il vend les bénéfices, il les met dans une banque, il l'épargne. Il épargne. Et avec cet argent, il essaie de construire son entreprise. Celui qui va à Somba Zigida n'est pas plus entrepreneur que celui qui est dans une start-up ou que celui qui est dans le numérique. Non, non, je ne peux pas soutenir ça. Ça, c'est pas... Vous m'avez peut-être mal saisi. Expliquez-nous. Dans mon cas, j'ai créé mon entreprise après plus de 5 ans d'expérience professionnelle, n'est-ce pas? J'avais une rémunération fixe à la fin du mois. Déjà qu'en 2012, quand je créais mon entreprise, j'avais 1250 $ de salaire net à la fin du mois. C'est dans ces conditions-là que je crée mon entreprise. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai fait les taxis moto Wewa en 2012. Je l'ai fait à Kinshasa. J'étais déjà directeur de ressources humaines là où j'ai travaillé avant. Je me suis acheté une moto parce qu'en fait, j'ai des personnes à charge. Je devais continuer à payer les factures pour ces personnes. Je devais créer une entreprise qui demandait beaucoup. Le soir, j'ai finissé mon travail. Bumbu, il n'y avait pas encore de route asphaltée à Bumbu à ce moment-là. Le soir, j'allais faire mon taxi moto à Bumbu. Je l'ai fait pour financer mon entreprise. La personne qui va vendre ses haricots à Somba Zigida n'est pas moins entrepreneur que celle qui a créé Startup. Mais le tout se situe au niveau de la vision et des objectifs que l'on veut atteindre. Je suis en difficulté. Mon entreprise, je viens de relancer. J'ai échoué l'année passée. J'ai fermé totalement. Je viens de relancer au mois d'avril. Je suis en difficulté. Mais je ne me vois pas aller acheter les haricots et les revendre. Non. Je me sens à l'aise dans ce que je fais. Il y a un auteur qui a dit qu'entreprendre, c'est se lancer du haut d'une falaise et construire l'avion entre du haut de la falaise et le fond pour ne pas s'écraser. L'avion que vous êtes censé prendre pour ne pas vous écraser. C'est ça aussi les risques de prendre l'entrepreneuriat. Mais aussi, entreprendre, c'est refuser de faire le choix de la facilité. C'est accepter de se battre. Accepter de se battre parce que... C'est là où il y a un problème avec vous les entrepreneurs. Ce terme facilité. Ce terme facilité prend un peu une connotation péjorative. Excusez-moi. Donc la personne, je reprends encore. Cette dame qui a fini l'université, qui ne trouve pas de l'emploi, mais qui veut être autonome financièrement, vous dites à cette femme qui va acheter les makala à Kingasani, les sacs de braise à Kingasani, pour venir vendre à Lemba, que elle est belle, elle est femme, elle va acheter les makala. Donc elle laisse le soni, elle laisse la honte, elle achète le makala. Où elle vient maintenant faire des petits kilos, des petits tas dans des sachets, vendre. Cette dame-là, c'est la facilité parce qu'elle veut faire quelque chose qu'elle comprend. Le problème, c'est quoi avec les jeunes entrepreneurs congolais? Les gens ne veulent pas faire ce qu'ils comprennent, ce qu'ils maîtrisent. Ils veulent se lancer dans des histoires chimériques et à la fin, quand vous évaluez honnêtement, lui-même sait que dans sa conscience qu'il ne gagne rien. Or, le bon langage serait celui-ci. Pour être entrepreneur, commencez d'abord avec ce que vous maîtrisez. Après avoir capitalisé
de l'expérience, lancez-vous en tout. Il n'est pas malheureux, il n'est pas décevant, il n'est pas déshonorable de commencer plus petit. Mais le problème, c'est atteindre l'autonomie financière. Parce que c'est l'autonomie financière qui donne cet élan à l'entrepreneur, à tout ce qu'il veut. Quand vous prenez tous ces grands entrepreneurs dans le monde, ces grands PDG, ils vous diront, j'ai commencé huissier, tu leur donnes même l'explication, tu as été Wewa. Oui. Quand tu dis moto, taxi, les gens peut-être peuvent, non. Wewa. Tu as été Wewa. Oui. Donc ce Wewa-là ne t'a pas écarté de ta vision que tu es là maintenant, ici dans Data Market. Mais c'est pourquoi pas commencer avec ce langage de sincérité. Dans tout mariage, il faut dire ce que l'on a, connaître ses limites, ses défauts, ses qualités, pour que le mariage puisse durer. Tu ne trouves pas, Nicolas? Je ne fais pas partie de ces vendeurs de rêves. Je ne fais pas partie de ces entrepreneurs chimériques, comme vous les appelez. Je fais le Wewa. J'en ai pas honte. J'ai échoué l'année passée. J'ai organisé une conférence. Vive l'échec. J'ai célébré mon échec. De mémoire, je ne me souviens pas avoir vu un entrepreneur congolais dire qu'il a échoué. De mémoire. Avouer qu'il a échoué. J'ai échoué lamentablement. J'ai fermé boutique. J'en ai pas honte. Je l'ai toujours dit à mes collaborateurs, à ma famille, si un jour on vous apprend que vous avez vu Nicolas pousser, on a vu Nicolas pousser un chariot quelque part, on a vu Nicolas balayer la rue, c'est moi, ne doutez pas. Parce que je sais chercher l'argent. Je suis un courageux. Mes rêves, je les porte à bras le corps. J'en ai pas honte. Mais non, dire que se refuser le choix de la facilité que d'aller faire le commerce comme les autres, que ce serait péjoratif, non. Parce que je suis passé par le Wewa. Croyez-vous que c'était péjoratif en ce qui me concerne lorsque je devais le faire? Mais il faut quand même choisir un autre mot. Non, écoutez. Que facilité. Non, c'est très difficile. Parce que quand vous dites facilité, c'est très, effectivement, la Bresse, c'est pas facile. C'est très difficile d'avoir une entreprise au Congo. C'est très difficile. Nous sommes dans un environnement où l'écosystème ne s'y prête pas. Où aucune banque. Allez, les banques disent que nous avons de l'argent pour donner aux PME. Toutes reconnaissent avoir un portefeuille pour les PME. Mais faites-y un tour. Les hypothèques qui sont demandées. Le jeune qui a créé son entreprise il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, a-t-il les moyens de rencontrer ces hypothèques? Nous lançons dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui puissent expliquer à telle ou autre personne comment on fait un business plan. Beaucoup ne savent pas comment faire son business plan. Voyez-vous? Donc, les banques vont demander un business plan. Ils vont demander une certaine traçabilité ou une certaine lisibilité en ce qui concerne les finances, ce qui n'est toujours pas possible. Nous avons des problèmes avec notre trésorerie qui est toujours en difficulté. Donc ça, c'est très difficile. Il y a les fiscs. Les entrepreneurs congolais ne savent pas combien de taxes ils doivent payer et quelles taxes payer. À qui payer ces taxes-là? C'est très difficile d'être entrepreneur au Congo. Donc, accepter de créer une entreprise, c'est... Allez, je vous dis quelque chose. Il m'arrive de me réveiller la nuit et de me poser une question, si j'ai fait le bon choix que d'être entrepreneur. Ça m'arrive, moi. Donc, c'est faire le choix de douter de sa propre personne. C'est faire le choix de douter de ses propres rêves. Les rêves que l'on porte, les rêves auxquels on croit. C'est ça être entrepreneur. Mais non. Quand je dis ça, je ne dénigre pas ceux qui font le commerce. Je ne dénigre pas ceux qui veulent avoir du cash au jour le jour. Je ne dénigre pas cela. Je dis tout simplement que moi, j'ai fait le choix de refuser la facilité, de m'étendre sur le long terme. Mais je m'évalue. J'ai commencé en 2012, on est en 2018, j'ai un parcours. Quand je regarde en arrière, il m'est arrivé de réussir des choses, il m'est arrivé de fermer boutique. Est-ce que ce n'est pas là le parcours normal d'un entrepreneur que d'échouer? J'ai célébré mon échec l'année passée et je veux vous avouer quelque chose. En échouant, j'ai célébré mon échec. En célébrant mon échec, je me suis donné le droit d'échouer. Je me suis préparé aux échecs qui viendront. C'est ça être entrepreneur. Parce qu'en fait, malheureusement, pour les entrepreneurs des réseaux sociaux, l'entrepreneuriat c'est glamour, c'est beau. Non, c'est pas glamour, c'est pas du tout beau. C'est pas du tout facile. C'est des mots de tête. Et je me suis donné le droit d'échouer encore prochainement. Lorsque j'ai rencontré l'échec sur mon chemin, je célébrerai encore cet échec-là pour continuer. Parce que
Il n'y a pas plus grande école que d'échouer pour l'entrepreneur. Mais Nicolas, est-ce que peut-on dire de manière simple à tous ces jeunes qui nous suivent, Yamoussoukro, Mali, Guinée, ceux qui sont à Lubero, ceux qui sont à Kassongolunda, partout ces jeunes, leur dire que non, être commerçant, un simple commerçant, c'est aussi être entrepreneur. On peut le dire. Côté Kamakala, entrepreneur. Moutoua, jeune à cabine, entrepreneur. Effectivement. Ouais, entrepreneur. Effectivement. Les slogans. Lorsqu'on interroge. L'entrepreneur, c'est celui qui cherche l'argent. Lorsqu'on interroge la législation, ce sont des entrepreneurs. Voyez-vous? Mais je parle de moi là. Oui, oui. Personnellement, il y a des personnes qui encouragent les jeunes. Allez, il y a des motivateurs. Certains, je respecte. Des très bons motivateurs, je reconnais. J'ai beaucoup de respect pour eux. Moi-même, j'ai un mentor. Mais certains encouragent les jeunes à sortir de leur zone de confort. L'emploi, ce qu'ils appellent zone de confort, pour aller sur le terrain de l'entrepreneuriat. Non. Ceux qui font le commerce, le petit commerce, ceux qui ont un emploi, je les encourage à continuer dans ce qu'ils font. Je les encourage à aimer ce qu'ils font, à protéger, sécuriser ce qu'ils font. S'ils ont des ambitions de créer une entreprise, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'ils arrivent à se construire tant soit peu une sécurité financière, une indépendance. Voyez-vous, pour se lancer, parce que se lancer sur le marché de l'entrepreneuriat demande d'avoir des fonds. Dans un environnement où les banques ne s'ouvrent pas aux startups, aux PME, encore qu'il y en a qui peuvent s'ouvrir aux PME, il y a une certaine lisibilité sur le plan financier. Mais pour ceux qui sont avec start-up, il faut qu'il y ait des fonds, parce que les banques ne rencontrent pas les start-up chez nous. L'écosystème ne s'y prête pas. Dans ces conditions-là, le commerce, le petit commerce, quand un jeune, l'emploi quand un jeune peut porter son projet de création d'entreprise. Je les encourage, je ne dénigre pas. Je vous le disais tout à l'heure, je le dis et le répète à mes proches, mes collaborateurs, ma famille, que si on vous apprend qu'on a vu Nicolas, j'ai fait le oui, ma famille le savait, mes proches le savaient, j'en ai pas honte. Donc si on apprend, si quelqu'un apprend qu'on a vu Nicolas pousser un chariot quelque part, que l'on l'a matite dans des parcelles, pour financer son entreprise, dites que c'est moi. Ne nous dites pas parce que j'ai des rêves auxquels je crois, j'ai eu à réussir par le passé, je me suis relancé depuis avril, j'ai gagné un contrat entre-temps, je viens de négocier un deuxième contrat et je vais y arriver. Donc, faire un petit commerce, avoir un emploi, peut contribuer à financer un projet d'entreprise. Master nanga ba chayeur boza ba entrepreneur. Ba master nanga ba wewa boza ba entrepreneur. O ba jeune fille ba teka ba makala boza ba entrepreneur. Ba maman ba teka ba malewa boza ba entrepreneur. Jeune nyon soit la mukaka ki na koluka mbongo na ye honnêtement boza entrepreneur. Donc tout celui qui cherche de l'argent, tout jeune qui sort chez lui, qui va chercher de l'argent honnêtement, il fait des vernis, manicure, cordonnier, cireur, tu vends de la braise, tu vends de la friperie. Peu importe le travail que tu le fais, tant que tu le fais bien, tu es entrepreneur. Le grand problème, c'est l'autonomie financière. L'autonomie financière. Il faut avoir l'autonomie, avoir cette capacité financière qui te permet de planifier. Et là, comme nous entendons déjà la dernière ligne droite de notre magazine, Nicolas, en tant qu'entrepreneur, va nous dire comment gérer son portefeuille, comment gérer son budget. Tu as ton argent de dur labeur que tu as gagné en faisant le Wewa moto-taxi. Comment gérer? Tu as ton argent durement, péniblement gagné en faisant le taxi avec ta voiture Ketch. Comment le gérer? Tu vends de la braise, Malewa. Partout, vous êtes tous ces jeunes qui se battent en Afrique pour qu'ils puissent gagner un petit franc, quelque chose pour être indépendant, soutenir sa propre vie. C'est ça l'objectif du magazine Data Market. Et Nicolas, en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise, va nous expliquer comment gérer son argent difficilement
gagner. Parce que c'est ça le problème. Les gens pensent que entrepreneur, belle cravate. Or, l'entrepreneuriat, c'est l'autonomie financière. Il faut être autonome, avoir cette capacité financière. Mais, je fais le wewa, directement, je vais dilapider mon argent. Ce n'est pas interdit de se réjouir après le travail. Mais tu dilapides tout. Tu as fait le wewa, le taxi, mais l'argent, tu l'investis comment pour que demain que tu puisses gagner. Et c'est par là, cet échange, ce partage d'expérience que tu vas partager avec nos frères, nos sœurs, ces jeunes qui nous suivent partout en Afrique. La discipline. La discipline. Encore la discipline. Je le disais tout à l'heure, qu'entreprendre, ce n'est pas glamour. Il y a des gens qui créent une application. Même si cette application ne crée aucune valeur derrière, entrepreneur. Il participe à 2-3 concours, il gagne un prix quelque part, sans que l'application génère toujours de l'argent, entrepreneur. Grâce au prix gagné, 2-3 selfies avec des personnes connues, entrepreneur. Ça devient beau, ça devient cool, ça devient attirant. Voyez-vous? Mais celui qui a travaillé, qui a réuni son argent, difficilement, de nuit blanche, des maux de tête, quand on arrive près de la fin du mois, les charges fixes attendent, les collaborateurs, le loyer, les fiscs. Ça, c'est ça, entreprendre. Mais non, cet argent que l'on a eu, comment on doit les gérer? Le mot que je disais tout à l'heure, la discipline. Personnellement, lorsque je fais la liste, je dresse la liste de mes amis, je me rends compte qu'aujourd'hui, la majorité de ceux que j'appelle amis sont des entrepreneurs. C'est des gens qui ont une vision comme la mienne, des gens qui ont un projet qu'ils portent, des gens avec lesquels nous avons la même réalité. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de sortir la nuit, par exemple. J'ai arrêté de festoyer comme je les faisais avant, quand j'avais une rémunération fixe à la fin du mois. J'ai arrêté, j'aime bien m'habiller. J'ai arrêté d'acheter les habits. Je me contente du minimum, du strict minimum. Et l'essentiel de ce que je gagne, j'en réinvestis dans l'activité qui me porte. Je réinvestis dans l'entreprise. J'ai un plan sur lequel je travaille. J'ai un marché à conquérir. J'ai un développement à financer pour mon entreprise. Pour que dans les 50 ans qui viennent, j'arrive à rencontrer ou à réaliser ce que j'ai comme projet. La discipline. La discipline, parce qu'en fait, la majorité des jeunes aujourd'hui entreprennent pour être vus. Ça, c'est aussi l'autre élément. Pour être estimés. Pour être respectés. Alors qu'on devrait entreprendre pour créer de la richesse. Les gens créent aujourd'hui pour être connus, être respectés, être adulés. Lorsqu'on comprend qu'on entreprend pour créer de la richesse, l'argent que l'on gagne, on réinvestit. Quand on a un business plan, on va questionner son business plan quand on a de l'argent. Dans notre business plan, qu'est-ce que nous avons comme priorité? Qu'est-ce que nous avons comme projet? Dans notre plan d'expansion, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que nous envisageons pour les 2, 3, 5, 10 ans qui viennent? Et cet argent doit servir à ça, à répondre à ça. Il y en a qui y ont eu accès au financement, des banques par exemple, qui malheureusement ont réinvesti dans leur propre vie au lieu d'investir dans le projet qui le porte, dans leur entreprise. C'est cette discipline de comprendre qu'il doit y avoir une différenciation entre ma poche à moi et la caisse de l'entreprise. Lorsqu'on a de l'argent, ce n'est pas ma poche. Il m'arrive d'être en difficulté pour payer les factures des personnes que j'ai à charge, mais alors qu'on a des moyens pour l'entreprise. Ça, c'est une discipline que l'on doit avoir. Lorsque cet argent appartient à l'entreprise et qu'il n'appartient pas à ma poche à moi, je dois me suffire avec le peu que je peux retrancher de l'activité pour me rémunérer moi-même
Et je dois me suffire avec ça, vivre de ça. C'est cette discipline-là qu'il faut. Faire la différence entre, établir une différence nette entre l'argent de l'entreprise et l'argent que l'on a dans sa poche. Voilà la lucidité. Nicolas est en train de nous parler de la lucidité. Quand on a de l'argent, il faut être lucide. Nous l'avons toujours répété, le problème n'est pas une question de ressources, mais c'est plus le mental. Tu dois avoir un mental de gagnant quand tu entreprends. Ça ne sera jamais facile. Tu as ton cybercafé, tu es coiffeur, partout où tu travailles. Sois lucide, donne-toi de la valeur, ton mental. Par ce que je fais comme métier, je peux en gagner, bien vivre. Mais c'est un problème d'organisation. Et puis il y a un autre facteur, il faut avoir un cerveau dégagé. Mal à l'aise. Comment tu vas bien réfléchir? Tu varies entre 18 ans, 25 ans, 30 ans, tu seras un fou. Tu ne seras pas lucide. Or, pour gagner un combat, il faut être lucide. Pour investir earning. Vu nos earnings sur l'église, matin, midi, soir dans l'église, pour mieux organiser pour que Dieu crée cette terre, il a travaillé. Lui qui est tout puissant, il a dit qu'il a créé la terre pendant combien? 7 jours. Mais il était Dieu, il pouvait le faire à un clic, un clac, c'est fini. Ça veut dire qu'il y a un processus. La loi de la sémence. Une bonne terre, tu sèmes et tu entretiens ce que tu as sémé pour avoir une récolte. C'est ça un entrepreneur. Tu vends de la braise, sois fier de ce que tu fais comme travail. Tu es commerçant, sois fier. Tu vends de l'huile de palme, sois fier. Tu es wewa, sois fier. Taxe, sois fier. C'est un problème de mental et non des ressources. On peut te donner des milliards, mais je te dis, ça, tu vas les dilapider. Mais les milliards que tu as acquis par le travail resteront pour toujours. Nicolas, un dernier mot pour mettre fin à notre entretien. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ici dans le magazine Data Market? Il faut rêver. Et rêver grand. Mais surtout, dans ces rêves-là, il faut se donner le droit d'échouer. La société a un très mauvais regard sur l'échec entrepreneurial, alors que sous d'autres cieux, c'est une école. Rêver et rêver très grand, c'est donner le droit d'échouer. C'est ce qu'il faut retenir de mon passage dans ces magazines. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Nicolas nous dit, il faut rêver grand. Et pour rêver grand, il faut changer son mental, devenir lucide dans ce choix. C'est par ce mot que nous mettons un terme à votre magazine. Merci pour vous qui avez suivi Data Market partout dans le monde. À la prochaine et un grand merci à toute mon équipe. Merci à Nicolas pour avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci.